Merci d'être présent et fidèle au rendez-vous. Nous recevons aujourd'hui Léonce Rumbadi, journaliste et communicateur, acteur politique. Léonce Rumbadi est réfugié politique en France dans le cadre de la sortie de son ouvrage De Cotonou à Paris, qui est un carnet d'un exilé politique en France. Nous allons, en compagnie de Patrick Chabi, éditorialiste et observateur de la vie politique, parcourir les pages de cet ouvrage sorti. Bonjour Patrick. Bonjour Monsieur Rumbadi. Bonjour et merci pour l'invitation. Léonce Rumbadi, vous êtes, de par votre profession journaliste, et vous êtes aujourd'hui réfugié politique. Quel est le parcours du journaliste qui amène à une situation de réfugié politique? Et c'est d'ailleurs cela que vous retracez dans De Cotonou à Paris, carnet d'un exilé politique en France, aux éditions Fauve. Comment on arrive de journalisme à réfugié politique? Merci. Encore une fois, je vous remercie pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui pour m'exprimer sur la question. Je m'appelle Léonce Rumbadi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans le journalisme, précisément dans la presse écrite. Je suis le promoteur du média Notre Voix, que j'ai créé en 2002. Et avant ça, j'avais déjà eu l'occasion de faire une dizaine, voire une quinzaine d'organes de presse au Bénin et en France. Et donc, après ça, après le journalisme, je me suis engagé dans la communication. Donc voilà un peu mon parcours professionnel. En 2016, j'ai été le tout premier à susciter, à soutenir la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou. Et vous savez, quand vous perdez, vous allez à une élection et que vous perdez, entre guillemets, vous êtes obligé de faire l'opposition. Parce que quand on perd une élection présidentielle, vous faites l'opposition pour préparer une alternance démocratique crédible. Et donc c'est ça qui a expliqué qu'après l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, j'ai décidé de faire l'opposition parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde le savait, en tout cas nous on le savait, et on a averti les uns les autres, on n'a pas été écoutés. Moi, c'est l'homme politique qui m'intéresse parce que j'ai lu votre ouvrage. Déjà, félicitations, parce que c'est très rare que les hommes politiques dans nos pays africains écrivent. Et donc, ce que j'ai compris, vous êtes à votre troisième production. Félicitations, et on aurait aimé que les hommes politiques couchent souvent leurs pensées. Cela étant dit, de Cotonou à Paris, je pensais à un roman d'amour. Suivre une histoire d'amour pour venir à Paris, mais non, c'est un carnet d'un exilé politique. C'est un livre qui se lit assez facilement, donc très bien. Donc c'est vraiment un carnet qui retrace vos parcours. Et la première question qui me vient à l'idée, avant d'arriver à Paris, dans les premiers mois de l'administration Talon, vous êtes allé au Gabon. Et donc, d'après ce que vous expliquez, donc c'était suite à des pressions, à des menaces devant votre domicile, etc. Donc, vous avez monté tout un plan pour aller au Gabon. Vous êtes resté au Gabon et vous décidez un jour de rentrer. Vous êtes rentré parce que vous avez eu des assurances de l'administration Talon que vous pouviez rentrer, et vous êtes même allé jusqu'à aller voir le ministre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais vous l'expliquer. En fait, vous savez, les 5 dernières années du président Yahya Boni à la tête du Bénin, j'ai été très actif sur le plan de la communication. Et donc, toutes les actions de communication du président Yahya Boni, surtout sur le plan de la presse écrite, c'était moi qui les gérais. Et tous les dossiers qui avaient eu, qui concernaient Patrice Talon, notamment les affaires de tentatives d'empoisonnement, de coups d'État, de vol de coton, de détournement des subventions des producteurs, tout ça, toutes les actions de communication liées à ces affaires étaient pilotées par moi, et au plan national et au plan international. Et c'est un
c'est connu de tous, et Patrice le savait, et ceux qui l'entouraient le savaient également. Il faut faire observer tout de suite que Patrice Talon était avec le président Yahi Boni, ils étaient tous ensemble. Et donc, ceux qui sont là aujourd'hui, pour la plupart, étaient avec Yahi Boni. Et donc, du coup, ils savaient le rôle que j'avais joué sur ce plan-là, sur le plan de la communication. Et donc, il n'y avait même pas encore eu passation de service le 6 avril 2016, quand j'ai commencé par recevoir des menaces de partout. Ah, c'est fini pour toi maintenant, maintenant c'est notre tour, c'est nous qui sommes là, on va te le faire payer. En ce moment précis, j'habitais derrière, à Ménotin, à Cotonou, derrière la chaîne de télévision Canal 3. Et donc, je recevais des menaces tous les jours. À un moment donné, je ne pouvais même pas quitter. Et je vous dis qu'en ce moment précis, nous étions encore au pouvoir. Il n'y avait même pas encore eu de passation de service. Et vous savez, dans l'administration, quand vous perdez le pouvoir, tout le monde vous lâche tout de suite. Hein, que dans l'administration, un peu partout, les gens commencent à prendre leur distance pour pouvoir s'aligner derrière celui qui est là. Et donc, je recevais trop de menaces, de morts. Les gens venaient même avec des coucous peints chez moi à Ménotin. Si vous avez des gens à côté, vous pouvez leur demander, ils peuvent faire des enquêtes hein, autour de la maison. Vous allez voir, les gens, ils sont là, ils peuvent témoigner. Mais vous n'avez pas saisi la police? En ce moment, j'étais encore directeur de la communication du ministère de l'Intérieur. Mais vous avez saisi la police. On vous dit, ça c'est des réalités en Afrique et au Bénin en particulier. Quand vous perdez le pouvoir, vous perdez tout de suite. Et donc, même si vous saisissez même la police, vous n'aurez même pas de... parce que même les commissaires cherchent déjà à s'aligner derrière les nouvelles autorités qui vont arriver pour pouvoir avoir des promotions, bien pour qu'on les maintienne à leur poste. Il y avait trop de menaces. Et le 6 avril, lorsque le président Yahi Boni avait quitté la présidence, je ne sais pas si vous avez été informé, des badauds avaient été recrutés, on commençait par jeter la pierre à son domicile à Kayeou. Je ne sais pas si les gens... Si, non, je l'ai lu dans votre document, dans votre livre. Et donc, le président Yahi Boni m'avait demandé qu'on aille au nord ensemble, puisque vous savez que lui, il était allé au nord le 6 avril. Bon, lui, il est un ancien chef d'État, moi, je ne suis pas un ancien chef d'État. Et donc, on savait à peu près ce qui allait se passer. Et donc, j'avais la possibilité de venir en France, mais la France a fait 6 heures de vol. J'étais encore officiellement chef de la cellule de communication du ministère de l'Intérieur. Et donc, il fallait aller dans un pays proche du Bénin pour que s'il y a d'urgence, s'il y a une situation, je pourrais venir très, très rapidement. Mais vous savez que le Togo et la Côte d'Ivoire ont contribué à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, donc il ne fallait pas prendre de risque pour aller rester au Togo et en Côte d'Ivoire. Et j'avais un collaborateur que j'ai nommé, qui était le directeur général de mon agent de communication, qui est d'origine gabonaise. Et donc, c'est lui qui a pris mon passeport parce que je ne pouvais pas quitter chez moi, qui est allé, je ne sais même pas comment il s'est arrangé, pour aller au consulat du Gabon, pour me prendre le visa. Et donc, le 6 avril, au moment où le président Yahi Boni prenait la route pour le nord du pays, moi, il fallait que je quitte le pays. Et donc, j'ai pris la route pour le Gabon via le Togo. Et c'est arrivé au Gabon que j'ai été arrêté et gardé à vue. Donc, j'ai décrit toute la situation dans le livre. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si... Parce que vous êtes allé au Gabon, c'était pour vous protéger un peu. Ouais. Et vous revenez au Bénin sans qu'il y ait rien. Donc, moi, je voudrais savoir s'il y a eu des assurances. Oui. Non, ce n'est pas une affaire d'assurance. Je disais tout à l'heure que j'étais encore dans l'administration. Et donc, il faut démissionner. Soit vous continuez avec le système qui est là, soit il faut démissionner. Et donc, j'étais rentré au pays pour démissionner officiellement de mon poste et ensuite mettre en place une opposition dans le pays. Et la lettre de démission, ça faisait, je crois, 354 mots. C'est depuis le Gabon que je l'ai écrite. Et donc, arrivé au pays, j'ai demandé à voir le ministre de l'Intérieur. Et la secrétaire particulière qui était là a été curieuse pour savoir, mais pourquoi? Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je vais vous lâcher parce que je n'ai pas œuvré pour que le système qui est là soit là, donc je ne me retrouve pas que je vais partir. Il dit non. Donc ce jour, elle n'a pas voulu, amicalement, que je rencontre le ministre. Bon, le lendemain, je suis revenu encore et j'ai vu le ministre, donc nous avons échangé en tête à tête. Oussaka Lafia m'a dit, lui, il ne change pas ses collaborateurs comme ça, et donc il est satisfait du travail qui est fait. Il dit, mais qui n'a pas soutenu Yahi dans ce pays? Le Bénin, c'est pour nous tous, on a besoin de... Bon, j'ai dit, bon, moi, ce que je voulais entendre, je pensais qu'il serait content de savoir que Léonce lui dépose sa démission, mais il ne voulait pas. Donc, je suis sorti du ministère et je suis allé vers ma voiture qui était garée à côté du tribunal et j'ai appelé 3 personnes.
La première personne que j'avais appelée, c'était Charles Tokor. Et Charles Tokor, c'est un confrère à moi, et je le connais très bien, et il est ami aussi à Saka Lafia, le ministre de l'Intérieur. Donc j'ai dit à Charles, écoute, moi je viens de voir le ministre, j'ai demandé à partir pour lui laisser ma lettre de démission, mais le ministre ne veut pas. Moi, je compte partir. Et Charles Tokor me l'a déconseillé en disant non, on est ensemble les 11, les élections sont terminées. J'ai dit non, moi je veux partir. La deuxième personne que j'ai appelée, c'était Agapit Napoléon, qui était aussi un ami et un journaliste. Agapit aussi me l'a déconseillé en disant un jeune ne démissionne pas. J'ai dit écoute, moi je ne me sens pas et je vais partir. La troisième personne que j'ai appelée, c'était l'avocat maître Patrick Chiapin, parce que j'ai pris toutes les mesures sur le plan politique, sur le plan de la communication et sur le plan qu'on appelle judiciaire, pour m'assurer que tout est à sa place. Et donc avec maître Patrick Chiapin, on a discuté pour voir toutes les dispositions pratiques qu'il fallait prendre pour éviter des revers après. Et donc, après ça, le ministre Saka Lafia n'est pas revenu sur sa décision. Bon, moi, 2 ou 3 jours après, j'ai décidé de ne plus mettre pied dans le ministère. Donc, voilà ce qui s'est passé. Oui, alors, cet ouvrage, c'est véritablement, vous racontez dedans le périple d'après les élections, de perdants des élections, je dirais. Vous prenez le chemin donc où vous vous mettez dans une position à faire de l'opposition dans le pays. Vous êtes resté dans le pays. Donc vous racontez un tout petit peu les péripéties jusqu'à votre arrivée en 18 octobre, je crois, à l'aéroport de Charles de Gaulle. 20 octobre. 20 octobre, exactement. Et pour rentrer dans une situation de demandeur d'asile. Okay. Aujourd'hui, vous êtes réfugié politique avec une carte de réfugié. Ouais. Okay. Et donc, vous installez complètement dans la vie politique aujourd'hui. Quel est votre sentiment aujourd'hui de ce qui se passe et de la gouvernance qu'il y a au pays aujourd'hui? Non, vous savez, un homme politique, je l'ai dit à d'autres occasions, c'est celui qui laisse des traces. Un leader politique ou un leader tout court dans tout domaine, c'est celui qui laisse des traces. Et un homme qui vit sans traces a vécu inutilement. Et l'histoire de notre pays, elle est têtue. Ce n'est pas la première fois que le Bénin fait face à une autocratie. Au temps du président Kérékou, sous la période révolutionnaire, le Bénin avait connu, je crois, 17 années de dictature, d'autocratie. Il y avait eu des Béninois tués, emprisonnés, poussés à l'exil. Et moi, j'ai eu la chance de m'engager très tôt dans la politique. Je ne suis pas rentré en politique par les fenêtres, ni je n'ai pas escaladé le mur. J'ai ouvert le portail et la porte. Mon père fut un grand politicien très connu. Et donc, je connais la plupart des acteurs politiques qui sont là. Et j'ai constaté qu'il n'y a pas eu suffisamment d'ouvrages sur l'autocratie du président Mathieu Kérékou. Et c'est ça qui nous conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Les jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui, moi j'ai 36 ans aujourd'hui, les jeunes qui ont 30 ans, 36 ans, 35 ans, ils ne connaissent rien de l'autocratie sous Kérékou. Ils ne connaissent rien des crimes de sang, des crimes économiques qui ont été perpétrés durant son régime. Ils ne connaissent rien de tout ça. Et donc, c'est ça qui a fait que, après la conférence nationale, Mathieu Kérékou et ses hommes sont revenus encore au pouvoir de 1996 à 2006, 10 ans encore à la tête du pays. Donc, on a tué des gens, on a oublié. On a jeté des gens en prison, on a oublié. On a poussé des gens en exil, on a oublié. Donc, Patrice met cela aussi en tête en disant, comme nous n'avons pas de mémoire, entre guillemets, je peux aussi faire ce que je veux du pays, je vais partir, rien ne se passera. Et il a dit publiquement, je vais le faire et rien ne se passera parce que Kérékou a fait, rien ne s'est passé, moi-même je vais le faire et rien ne se passera. Et donc, moi, depuis le début de ce combat, j'ai décidé de le mener sur le plan politique, sur le terrain, sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique à l'international et sur le plan littéraire. Ça fait 3 livres en moins de 4 ans que je sors pour laisser de traces, faire en sorte que la gouvernance de Patrice Talon, qui n'est plus à démontrer, que nous puissions laisser de traces pour que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, nous puissions lui demander des comptes. On n'a pas pu le faire avec le président Kérékou, on doit pouvoir le faire avec lui pour que plus jamais dans l'histoire de notre pays, de pareils événements ne puissent se reproduire. Et donc,
Aujourd'hui, la situation du pays est très inquiétante. Nous n'avons plus de démocratie au Bénin, nous n'avons plus d'état de droit au Bénin. La gouvernance, elle est catastrophique. Le redit aujourd'hui ne servirait absolument à rien parce que tout le monde le sait, au regard même de l'évolution critique et dangereuse de la situation sur le plan national. Donc, justement, dans ce livre, vous dites que vous luttez pour le rétablissement de la démocratie, etc. Donc, une démocratie, ça suppose des gens au pouvoir et une opposition. Vous citez pas mal de gens qui sont en exil, qui sont opposants, mais on ne voit pas poindre un schéma d'une organisation politique d'opposition pour aller conquérir le pouvoir. Est-ce que c'est parce que les uns et les autres ont abandonné et vous êtes tout seul? Vous savez, la conquête du pouvoir se fait dans un environnement politique classique, normal. Aujourd'hui, au Bénin, depuis le 6 avril 2016, nous ne sommes plus dans un tel système classique où l'opposition peut s'organiser pour conquérir le pouvoir, où les élections sont démocratiques, inclusives, libres, pacifiques et transparentes, où quand vous avez un projet de société, vous allez vers le peuple et puis à la fin, le peuple vous choisit ou ne vous choisit pas. Là, nous sommes dans une dictature. Et face à une dictature, c'est de la résistance. Parce que si nous ne créons pas les conditions pour retrouver notre démocratie, quels que soient les projets de société des uns des autres, ce n'est pas évident que nous puissions trouver des éléments, des solutions justes et durables à ça. Et donc, les autres dont vous parlez n'ont pas démissionné, n'ont pas lâché le combat. Chacun essaye de faire ce qu'il peut. Vous savez, le véritable problème que nous avons au Bénin est que Patrice Talon qui est là, beaucoup pensent qu'il est là depuis 5 ans. Mais il est là depuis plus de 30 ans. La plupart des hommes politiques, c'est lui qui les a fabriqués. C'est lui qui finance les hommes politiques pour la plupart. C'est lui qui finance les maires, les députés, qui nomme la plupart des ministres, qui finance les présidents. Et donc, du coup, nous avons ce problème-là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait ça, qui ont mangé dans son plat, dans son assiette, qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Donc, ils sont plus crédibles. Et qui sont plus crédibles et qui nous posent problème. Parce que, mais pourquoi vous ne les dénoncez pas dans votre bouquin? Vous savez, parce qu'il faut faire table rase de tout ça. Ce bouquin, ce livre, c'est pour parler de mon parcours d'exilé et parler de la situation des droits de l'homme au Bénin. Oui. Et donc, la ligne, elle est bien tracée. Mais dans cette situation, vous n'êtes même pas obligé de dénoncer quelqu'un. Nous voyons aujourd'hui dans le pays qui est qui fait quoi et qui est qui et qui fait quoi dans le pays. Donc, chacun finit toujours par se dévoiler. Parce qu'à l'interne, Dieu seul sait tout ce que nous faisons à l'interne pour faire entendre raison aux uns aux autres. Parce que le minimum dans un combat politique, c'est quoi? C'est la cohérence, c'est la constance, c'est la détermination, c'est la méthodologie. Et donc, c'est ça qui nous manque aujourd'hui et c'est ça qui nous conduit dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas de cohérence dans un combat, il ne peut pas y avoir de victoire. Ben donc là, c'est bien à vous d'organiser cette cohérence. Et je dirais, est-ce que finalement, l'une des réussites du président Talon, c'est pas d'arriver à démontrer finalement que ceux qu'on considère comme étant des hommes politiques qui pouvaient constituer une opposition sont finalement des incapables? Notre classe politique au Bénin, elle est pourrie. Elle est irresponsable, elle est corrompue. Et donc, il faut avoir le courage de le dire. Certains ne seront pas contents, mais moi, je mène ce combat dans la transparence et dans la vérité. Je ne dois rien à personne sauf Dieu. Vous savez, ceux qui disent la vérité ne sont pas aimés. Je ne cherche pas à être aimé, je cherche à être en phase avec mes convictions, à être en phase avec moi-même. Et je le disais même avant de venir en exil, que le problème du Bénin, c'est la classe politique. Le problème du Bénin, ce sont les cadres pour la plupart. C'est un problème qui est profond. Et je crois qu'avec la détermination des uns des autres, nous allons y arriver. J'ai l'habitude de dire que le combat dans lequel nous sommes n'est pas un match de football de 90 minutes. Ce n'est pas un dîner de gala d'une soirée. C'est un combat de longue haleine. Parce que c'est un système qui est là depuis 30 ans. Donc il nous faudra de la patience, il nous faudra du temps, de la méthodologie, de l'organisation, de la mobilisation, de la transparence pour déraciner ce système-là. Et il ne s'agit pas seulement de déraciner le système. En le déracinant, il faut mettre tous les ingrédients qu'il faut dans le trou, dans le sol, pour que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, que ce système ne puisse pas revenir encore
qu'on appelle à la surface. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas être pressé. Parce que si nous sommes pressés, nous risquons d'avoir ce que nous avons eu en 90. Parce qu'en 90, tout le monde voulait que Kérékou s'en aille. Et c'est ce qui était une bonne chose. Mais en voulant qu'il s'en aille, pas tous les moyens, on n'a pas pu poser les bases qu'il faut. Aujourd'hui, nous devons profiter de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Donc c'est salutaire, l'œuvre de Talon, alors du coup? Non, l'œuvre de Talon n'est pas salutaire. Je ne parle même pas de l'œuvre de Talon. Je dis ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, la situation que nous vivons aujourd'hui. Le drame qui frappe aujourd'hui le Bénin, nous devons faire en sorte, dans la méthodologie, pour trouver les solutions justes et durables. Pour que demain, même si c'est le petit frère de Satan qui venait, vous voyez comme aux États-Unis, Trump voulait faire ce qu'il voulait. Mais il y avait des institutions fortes. Et ces institutions fortes l'ont contrecarré et l'ont empêché de faire du pays ce qu'il veut. Donc c'est ce travail que nous devons faire au Bénin. Il ne faut pas être pressé. Il faut tout faire pour que nous puissions dialoguer, trouver des solutions consensuelles pour créer les conditions qui vont faire que notre pays ne puisse jamais retomber encore dans de pareilles circonstances. Léonce, vous parlez dans cet ouvrage qui est, je rejoins Patrick sur la qualité rédactionnelle de cet ouvrage-là. Vous parlez, vous avez été l'objet d'une tentative d'assassinat. Mais en relisant les éléments dont vous parlez, il n'y a pas eu de suite véritablement par rapport aux inquiétudes et aux dénonciations que vous avez faites. Qu'est-ce qui prouve que celui qui vous a envoyé des éléments, des captures d'écran dont vous parlez dans votre ouvrage, ce n'est pas une affabulation? Les services de communication de la présidence ont dit qu'il n'y a aucun grief, aucune menace qui pèse sur aucune poursuite à l'égard de Léonce Oumbadi. Et qu'est-ce qui prouve que ces éléments-là ne sont pas juste l'affabulation de celui qui vous a envoyé les éléments? Quels sont les éléments que vous avez qui vous permettent aujourd'hui de dire que effectivement votre tête était mise à prix? Non, il n'y avait pas que seulement ce dossier-là. J'ai juste choisi d'en parler parce qu'on est dans un combat, dans une guerre qui nous est imposée et ce combat n'est pas terminé. Donc, en bon communicant, je sais ce qu'il faut dire et quand il faut le dire. Donc vous sortez une cartouche? Absolument. Et donc ce n'est pas au pouvoir de déterminer qui est menacé ou qui n'est pas menacé. Qu'ils aillent lire la définition du mot réfugié et les conditions dans lesquelles on se retrouve dans cette situation-là. Et si moi j'étais à leur place, puisque moi-même je veux connaître la vérité, moi j'ai porté plainte ici. Le policier en question a été entendu. Le procureur de la République a été saisi. Vous savez, on est en France ici, on est en Europe, on est dans un état de droit. Et donc, il faut laisser le soin aux institutions de faire leur travail. Moi, je fais confiance à ces structures-là. Donc, on n'est pas au Bénin, on n'est pas en Afrique. Et donc, ça fera le temps que ça fera, mais on saura ce qui s'est réellement passé. Et surtout que les faits se sont produits au Bénin et non en France. Oui. Donc, il faut laisser le soin à ces juridictions de travailler. Mais si moi, j'étais à la place du pouvoir illégal et autoritaire dictatorial de Patrice Talon, qu'est-ce que j'allais faire? Puisque le policier qui a parlé a cité des noms. Et vous allez même voir, même dans le livre, il y a même des officiers même de la police qui ont même reconnu. Il y a même un qui a pris la clé des champs pratiquement sous de fallacieux prétextes. Il se trouve, je crois, dans un pays africain, tout est déclaré dans le livre, eux-mêmes ils ont reconnu qu'il y avait ça. Et ils demandaient même aux policiers de se taire, de ne pas trop parler maintenant et d'attendre, de laisser le temps au temps pour pouvoir s'exprimer. Donc si moi j'étais à la place de ce pouvoir illégal qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, il a cité le nom de Rounon-Père, Nasser Rounon-Père. Nasser Rounon-Père est au pays, non? Il suffit juste d'instruire le dossier pour qu'il vienne dire ça n'a pas de vérité, s'il n'est pas impliqué, s'il est impliqué, ils viennent le dire. Et puis donc, si le pouvoir pense que c'est une manipulation, la principale personne qui a été accusée est à ses côtés, il suffit juste seulement que le dossier soit confié. Et comme on appelle aux structures compétentes, encore que nous savons tous qu'il n'y a plus de justice dans le pays. Donc moi, je ne cherche pas à ce qu'il y ait une vérité de ce côté-là, parce qu'il n'en aura jamais. Moi, j'ai porté plainte ici en France, je vis aujourd'hui en France. Le policier en question est en exil en France aujourd'hui, et donc je laisse la justice faire son travail. Monsieur Oumbadi, donc vous avez fait la campagne de Monsieur Lionel Zissou. En principe, quand un candidat est battu, il devait organiser l'opposition, structurer l'opposition, même si je comprends que vous dites qu'on n'est plus en démocratie, maintenant il faut organiser une résistance. Il aurait pu être le chef de cette résistance-là.
mais on ne le voit pas sur le terrain, on ne l'entend pas. Il est reclus, il est dans un couvent. Vous avez de ces nouvelles? Oui, j'ai de ces nouvelles, il n'est pas dans un couvent. Ah, d'accord. Vous avez oublié qu'il est également persécuté, qu'il a été condamné, et que la justice aux ordres dans le pays également est à ses trousses. Et donc, dans ce combat, personne n'est épargné. Et donc, M. Lionel Zinsou est un patriote, est un Béninois, et il a fait ce qu'il peut pour le pays, et il porte toujours le Bénin dans son cœur. Donc c'est le chef de la résistance? Non, je ne parle pas de chef, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas venu ici pour parler de lui, mais je veux juste vous dire qu'il n'a pas abandonné le Bénin. D'accord. Donc, le Bénin reste dans son cœur, et ce combat, nous avons besoin de tout le monde. Et moi, je ne suis pas du genre à jeter la pierre à un ou à un Y, on a besoin que tout le monde se donne la main, parce qu'il s'agit de notre pays. Si le Bénin, vous avez vu, il y a les attaques terroristes qui ont commencé déjà dans le nord du pays, et donc ça doit nous inquiéter davantage. Merci Léonce Oumbadi de venir sur le plateau du rendez-vous partager avec nous votre dernier ouvrage de Cotonou à Paris, Carnet d'un exilé politique en France aux éditions Fauve. À très bientôt.